Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le GIEC est-il techno-optimiste ? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des solutions face au changement climatique et plus particulièrement d'un débat qui agite pas mal le monde de l'écologie, la place de la technologie face à la sobriété. Salut Max, salut à tous. C'est un sujet passionnant. On entend souvent dire que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, serait trop technophile, qu'il miserait tout sur des innovations futures au détriment de changements de nos modes de vie. Exactement. Certains critiques, comme l'historien Jean-Baptiste Fressos, avancent même que ce penchant pour la technologie nourrirait un faux optimisme et retarderait les vraies transformations. L'argument principal repose souvent sur une analyse sémantique des rapports du GIEC. Ah oui, la fameuse méthode du comptage de mots. On regarde combien de fois les mots hydrogène ou innovation apparaissent par rapport à sobriété ou décroissance. Et c'est vrai, les premiers sont bien plus fréquents. Mais est-ce que ça prouve vraiment quelque chose ? C'est un peu court comme méthodologie. Le politologue François Gemène, qui a coécrit le dernier rapport, rappelait justement que le GIEC fait l'état des lieux de la recherche scientifique existante. S'il y a des milliers d'études sur l'énergie solaire et très peu sur la décroissance, il est logique que le rapport reflète cette réalité. C'est un point crucial. Le GIEC n'est pas un guide politique, il synthétise la science. Et puis, la fréquence d'un mot ne veut pas dire qu'on l'approuve sans réserve. Le rapport peut mentionner 1000 fois la capture du carbone, mais c'est souvent pour en souligner les défis, les coûts et les incertitudes. Il faut lire le contenu, pas juste compter les étiquettes. Absolument. Et ça nous amène au cœur du sujet. Cette opposition qu'on essaie de créer entre la technologie d'un côté et les mesures socio-économiques de l'autre. C'est une vision très binaire et à mon sens complètement stérile. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. La vraie solution, c'est la synergie. On a besoin de technologies plus propres, mais leur déploiement dépendra de nos choix de consommation, de nos modes de vie et des politiques publiques qui les encouragent. Prenons un exemple concret. On entend parfois que fabriquer de l'acier ou du ciment sans CO2, c'est technologiquement impossible. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Des entreprises le font déjà. On sait produire des engrais bas carbone, du ciment plus propre. On a des projets de capture de carbone qui fonctionnent, comme en Norvège. Le vrai frein, ce n'est donc pas la faisabilité technique, c'est le coût économique. Remplacer toutes les chaudières à gaz d'une ville par des pompes à chaleur, techniquement, c'est simple, mais l'investissement de départ est énorme. Le défi est de rendre ces technologies plus abordables et de les déployer à grande échelle. Et c'est là que l'optimisme est permis. Il faut se souvenir d'où l'on vient. Il y a 20 ans, le solaire ou les batteries n'étaient pas du tout des technologies matures. On les considérait comme chères et peu efficaces. Et regarde aujourd'hui, on a assisté à des ruptures technologiques incroyables. Les coûts ont chuté de manière spectaculaire et le solaire est devenu l'une des énergies les moins chères à produire. L'innovation a tenu ses promesses. Il n'y a pas de raison de penser que ce ne sera pas le cas pour d'autres technologies. Une autre critique qu'on entend souvent, c'est celle de l'influence des lobbies industriels sur le GIEC. On pointe du doigt la présence d'experts venant de grandes entreprises du secteur de l'énergie en sous-entendant que les rapports seraient biaisés en faveur de leurs intérêts. C'est une accusation grave, mais qui me semble un peu facile. D'abord, le GIEC lui-même est composé en immense majorité de chercheurs du secteur public, qui ne sont ni naïfs ni influençables. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, qui développe concrètement ces technologies ? Eh bien, ce sont les ingénieurs et les chercheurs de ces entreprises. Vouloir les exclure de la discussion, c'est se priver de l'expertise de ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les contraintes techniques et industrielles. Ce serait absurde. La force du GIEC, c'est justement de rassembler des centaines d'experts de tous horizons, avec des sensibilités différentes, pour construire un consensus scientifique robuste. C'est ce processus qui garantit sa rigueur et son indépendance, malgré les tentatives de pression qui peuvent exister. Exactement. Au final, rejeter en bloc les solutions technologiques au nom d'une décroissance dont les contours scientifiques sont encore flous, c'est prendre un risque énorme. On a besoin de toutes les solutions sur la table. Et surtout, on a besoin de confiance dans notre capacité à innover. L'histoire des 20 dernières années nous a montré que les avancées technologiques peuvent être fulgurantes et changer la donne. Il faut continuer à investir massivement dans la recherche et le développement.
En conclusion, plutôt que de voir le GIEC comme techno-optimiste, il faudrait peut-être le voir comme simplement réaliste. Il évalue toutes les options, y compris technologiques, car elles font partie intégrante de la solution. L'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de construire un avenir durable. Un message d'équilibre et d'action donc. Merci Max. Merci à toi Céleste et merci à tous de nous avoir écoutés. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.